Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule Cessez-le-feu au Moyen-Orient. Le CAC 40 peut-il battre ses records? Point d'interrogation. Donc on commencera par l'analyse des marchés où on ira voir les rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique, le cours du baril de pétrole qui a bien baissé cette semaine et les indices américains sans oublier quelques stats macro. Ensuite, analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, direction le suivi technique de mes trades avec une nouvelle entrée cette semaine. J'ai toujours le BX4, Dassault Systèmes, l'achat du CAC 40 via le TFLVC, Eurofins Scientifique, Alstom, Arkema. Et je suis rentré cette fin de semaine sur JC Déco. Je vous montrerai mon plan de trading. Pour terminer, 4 sociétés que je trouve techniquement très intéressantes à suivre la semaine prochaine. Euronext, Interparfums, Compagnie des Alpes et Manitou. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur X, Discord, avoir plein d'infos et échanger sur les marchés financiers, les liens sont dans la description. Et pour suivre mes portefeuilles sur Money, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. En commençant par le rendement du 10 ans français, au niveau des stats macro, pas énormément de choses en zone euro, mais on a quand même eu l'inflation en Allemagne qui est ressortie comme les prévisions, mais on voit quand même une augmentation pour ce mois de mars. L'inflation mensuelle de mars est ressortie à 1,1%. Au mois de février, on était à 0,2%. Et en rythme annualisé, on était à 1,9%. Au mois de février, on est ressorti à 2,7%. Donc on voit déjà les effets de cette hausse des matières premières et plus particulièrement du baril de pétrole. On verra. Alors comme je vous l'ai dit dernièrement, on commence déjà, on démarre quand même d'assez bas, donc heureusement au niveau de la zone euro, parce que je pense qu'on va encore monter au niveau de l'inflation. Mais bon, on est à 2,7 en Allemagne. Le target de la BCE est de 2%. On a toujours des taux vers les 2% de la BCE. Donc, bien sûr, la question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que la BCE va remonter les taux directeurs? Je pense pas dans l'immédiat, surtout qu'on voit quand même qu'il y a eu le cessez-le-feu. Alors, on ne sait pas si ça va durer, que le baril de pétrole a un peu reculé, même s'il est toujours un peu sous pression. Donc, on a quand même des bonnes nouvelles. Donc on verra les prochaines stades d'inflation. Là, on voit quand même une sacrée augmentation en Allemagne, hein. De passer de 0,2 à 1,1, ça fait beaucoup. Donc j'ai envie de dire, affaire à suivre. Sur ce rendement du 10 ans français, donc beaucoup d'hésitation. Ça ressort un peu comme l'actualité, hein. On ne sait pas trop. On a un beau doji longue jambe. Donc un tout petit corps de bougie en hebdomadaire, une grande mèche haute, une grande mèche basse. Donc on est toujours pour moi dans la partie un peu périlleuse, si je puis dire, entre 3,60 et 3,85. On voit, on voit quand même qu'il est toujours sous pression, donc peut-être que ça price le retour de l'inflation, mais est-ce que si c'est juste lié au baril de pétrole et qu'ensuite ça chute, est-ce que l'inflation va rechuter rapidement? Voilà, beaucoup de questions. De toute façon, la tendance est bien sûr très haussière en hebdo sur ce 10 ans français. On verra. Pour le moment, on est coincé entre 3,60 et 3,85. Affaire à suivre sur ce rendement français. En Allemagne, c'est la même chose. Même si on voit qu'il est un peu moins vigoureux, on va rapidement aller voir le spread avec le français.
Alors, le français, pour voir un peu si ça se tend ou pas. Voilà, bon, bah, on est à moins 0,64. Donc, on est toujours sur à peu près le même spread. On était monté très haut en France. Là, on revient. Donc, voilà, quand ça monte en France, ça monte à peu près à l'équivalence en Allemagne. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment d'écart entre les deux pays. On va maintenant en direction les États-Unis. Donc au niveau des stats macro aux États-Unis, on a eu pas mal de choses. Donc pour commencer, on a eu le PIB, donc fort ralentissement sur le T4. On est toujours sur l'année dernière, donc on est ressorti à 0,5%. Le T3 était très fort à 4,4% et c'était prévu 0,7%. Donc on voit un net ralentissement de l'économie américaine, mais c'est pour moi un rééquilibrage parce qu'il y a eu énormément de choses liées à l'IA sur le troisième trimestre. On était monté très haut, 4,4, c'était énorme. Ça s'équilibre. On est toujours quand même positif. Et ce qui est important à suivre aussi, c'est l'emploi aux États-Unis. Pour le moment, ça tient. On a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties à 219 000, un peu plus que prévu, mais on est toujours dans cette fourchette de prix entre 200. Pour moi, c'est entre 200 et 250. Si on passe une semaine au-dessus des 250, attention danger. Et puis pour moi, c'est les 300 000. Là, ça signifiera retour en hausse du taux de chômage. Et là, attention parce que ça pourrait se corser au niveau des États-Unis. On a eu aussi l'inflation donc aux États-Unis comme en Allemagne. Donc là, l'inflation du mois de mars est ressortie à 0,9%. Pareil, forte augmentation par rapport à février, on était à 0,3%, c'était prévu 1%. Mais bon, les prévisions étaient quand même assez élevées. L'inflation corps, pas de changement. Je vous rappelle que l'inflation corps, c'est quand on enlève l'alimentation, l'énergie. Donc bien sûr, sur le baril de pétrole ou les matières premières, il n'y a pas eu d'impact comme c'est l'inflation corps. Et au niveau de l'inflation globale, donc 3,3%. Et c'est pareil, ça augmente quand même fortement par rapport à février. On était à 2,4%. Donc comme pour l'Allemagne, comme pour la zone euro et même comme toute la planète, est-ce que on arrive sur un sommet au niveau de cette inflation et si le détroit d'Ormuz s'ouvre, si les pétroliers repassent, même si on va avoir un énorme décalage, parce qu'entre les pétroliers qui sont passés juste avant la fermeture du détroit d'Ormuz, qu'il faut bien sûr beaucoup de temps pour qu'un pétrolier aille à destination, c'est pas un avion, et si ça rouvre, il y aura le décalage de la fermeture du détroit d'Ormuz, donc plus d'un mois. Donc voilà, on verra les stocks, on verra si le cours du baril pourrait repartir à la hausse. Donc voilà, pour moi, je me pose beaucoup de questions. On verra. Forte augmentation de l'inflation, que ce soit en zone euro aux États-Unis, plutôt pricé par le marché. On savait bien que de toute façon, l'inflation pour mars, on verra quand ça va s'affiner au fil des semaines. Et puis on verra si le mois prochain, si l'inflation repart à la baisse, si on repasse par exemple aux États-Unis en dessous des 3%. Au niveau du graphique, on est toujours dans cette zone. Vous savez, entre guillemets, le taco trade, c'est quand on arrive vers les 4,50, ça chauffe pour Donald Trump et peut-être c'est sa limite pour se calmer. Là, on a rebaissé depuis 2 semaines, on est à 4,31, on inscrit quand même une mèche basse sur la bougie hebdo, donc on est entre 4,20 et 4,50. Donc un peu une baisse de la volatilité depuis début mars avec ce conflit au Moyen-Orient, mais il n'y a pas non plus une forte baisse sur ce rendement, disons, américain. Donc j'ai envie de dire affaire à suivre. On passe donc au pétrole en hebdo pour voir donc cette bougie rouge en hebdo, moins 14%, mais on est toujours pour moi dans une zone un peu élevée. On est à 95 $ sur le WTI. Vous savez, ma zone entre 100 120, c'est un peu zone de pression. Si on passe les 120, là c'est zone de danger. Et si la semaine prochaine on inscrit encore une bougie rouge sur le pétrole, qu'on revient vers les 90, ça sera plutôt intéressant. On voit, c'est toujours volatile, mais
je vois quand même qu'il tient. Après, au niveau des infos du détroit d'Ormuz, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul pétrolier ou deux pétroliers qui sont passés. Donc même avec le cessez-le-feu, il y a encore beaucoup de questions sur ce détroit d'Ormuz, sur tout l'acheminement du pétrole, etc. Donc on verra. Détente plutôt logique suite à ce cessez-le-feu. Est-ce qu'il va durer aussi 2 semaines? Est-ce que au bout des 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà. Pour moi, sur ce genre de graphe, le pétrole, il est prêt à repartir. Il est prêt à repartir. On est revenu gentiment vers la zone ici de polarité. Donc on verra la semaine prochaine. On verra si on a encore une bougie rouge et on casse la zone des 96 $. Ça sera plutôt intéressant. Mais si on reste aux alentours des 100 $, et ben on en sera quand même toujours sur un baril de pétrole plutôt cher. On passe à l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar toujours dans ce range. On a eu beaucoup d'achats de dollars suite à ce début de conflit au Moyen-Orient. Donc valeur refuge de dollars. Donc l'euro a baissé. C'était la semaine du 2 mars, la semaine du 9 mars. Et puis après, on est revenu chercher un peu le bas du range vers les 1,15. Et là, on repart. On part très vite vers les 1,18. Donc on est dans cette zone. On voit, on a eu un peu, on va dire, un excès haussier janvier sur l'euro-dollar, un excès baissier mars, et puis on est toujours là-dedans. Donc on verra la suite des événements aussi. Est-ce que l'euro va repartir là? S'il y a encore de la pression au Moyen-Orient, il y aura peut-être des achats sur le dollar, donc l'euro repartira à la baisse. Alors on est coincé vraiment sous forme de range entre 1,15 et 1,18 au niveau de l'euro-dollar. On passe aux indices américains, donc le S&P 500 en hebdo, donc fort rebond, très fort rebond en 2 semaines. Déjà la semaine dernière, on fait plus 3,36, on invalide un peu la bougie de la semaine précédente, on fait à peu près la même taille. Et là, cette semaine, on fait encore plus 3,62. On a été très vite. On fait une englobante de 2 semaines sur le S&P 500. Là, on revient pile sur la polarité. Si on se met en ligne de clôture en hebdo, on voit très clairement, là c'était résistance, on a cassé une fois support, 2 fois support, on a cassé, on a été très bas, et là on revient aussi vite. Donc maintenant la question c'est, est-ce que le S&P 500 va inscrire des nouveaux records dans la semaine prochaine ou dans les 2 semaines, ou est-ce que va y avoir une reprise en main des vendeurs, et puis on va se rediriger vers les 6600? Bonne question. Voilà, c'est quand même volatile, ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Donc c'est assez compliqué. Fort rebond, zone de polarité. Donc on garde ces niveaux techniques pour la semaine prochaine. Le Nasdaq, c'est la même chose. Le Nasdaq, lui, il a carrément recassé les 24 000 points. Et là, on se dirige, on n'est plus très loin des records en hebdomadaire. On est à 3-4%. 4% et on fait des nouveaux records. Donc là, ça a été aussi très vite. On repasse au-dessus des moyennes mobiles. On revient un peu dans ce range. Maintenant, c'est très volatile. Rendez-vous aussi le week-end prochain pour voir si déjà on tient les niveaux. Peut-être qu'on va avoir une petite bougie hebdo avec moins de volatilité et on va revenir peut-être à 24 700 avec peut-être un doji avec une mèche haute, mèche basse et puis un peu plus de calme. Ou sinon, vraiment, on casse les 26 000, on fait de nouveaux records. Ou sinon, des prises de bénéfices et retour à 24 000 points qui pourraient être aussi intéressants avant ces 2 semaines de cessez-le-feu. Et pour après, si on a des bonnes nouvelles, reprendre un flux d'acheteurs pour aller faire des nouveaux records. Le Dow Jones, rapidement, on est en train d'un peu de casser la polarité. Voilà, c'est un peu comme le S&P, même si il est moins véloce que le Nasdaq parce que plus lié bien sûr à l'inflation, au baril de pétrole. Donc on verra aussi la semaine prochaine. Là on est en dessous des moyennes mobiles en hebdomadaire sur le Dow Jones. Rapidement l'or se reprend. On était revenu pile sur la polarité il y a 2 semaines. Là on repart à la hausse. Voilà, il est toujours très haussier. Beaucoup de ventes d'or suite à ce début de conflit parce que déjà elle était montée très haut. Je pense qu'il y a eu des prises de bénéfices pour pallier à la baisse sur le marché action. Et là, il repart gentiment à la hausse. Et puis le silver, un peu plus de mal. On voit que le silver, il a déjà commencé un peu une tendance baissière
impulsion baissière en hebdo, rebond où on n'a pas réussi à dépasser les 100 $. On fait un nouveau plus bas, on casse le support et puis là on peine à remonter. Donc affaire à suivre. Direction maintenant le CAC 40. Avant de commencer l'analyse technique, je vous ai mis le calendrier des résultats des sociétés du CAC 40 la semaine prochaine avec, comme d'habitude, LVMH qui va ouvrir le bal. Ça sera lundi. Mardi, on aura Kering. Ça va être intéressant de suivre avec aussi Hermès, le secteur du luxe qui est un peu malade, qui s'est un peu repris, mais beaucoup d'interrogations sur la Chine, etc. Donc là, au moins, on sera fixé sur les résultats, les perspectives pour la deuxième partie d'année 2026. On aura aussi Pernod Ricard qui est aussi en grande difficulté. Donc ça va être intéressant de suivre ces résultats. Et bien sûr, il y aura plein d'autres résultats aussi des plus petites entreprises. Donc n'hésitez pas à aller voir celles qui vous intéressent. Là, je vous ai mis que le CAC 40. Alors, au niveau du CAC 40, en commençant par l'hebdomadaire, donc très très belle bougie. Très très belle bougie. On fait plus 3,73. On repasse positif sur l'année parce que cette ligne jaune, c'était quand on a ouvert le 2 janvier 2026 au niveau du CAC 40. Donc on repasse positif et on est vraiment plus très loin de nouveaux records. On est à peu près à 4%, 4% et demi. Donc on voit que le début mars, on était par ici où ça avait baissé et on a presque fait tout notre retard. Donc on voit quand même qu'il est assez fort. Maintenant, au niveau des zones techniques, donc on avait le week-end dernier, on avait parlé des zones des 7900 qui était un peu la résistance. Donc elle a été franchie. On est quand même toujours en dessous des 8400 points qui est pour moi après la prochaine zone de résistance en hebdomadaire. Donc on verra. Moyenne mobile, c'est positif, on repasse au-dessus. La 10, la 20, la 50 sont haussières. Le RSI repasse dans la zone haute au-dessus des 50. Donc bien sûr, en hebdomadaire, je suis positif. Je vous avais parlé de cette zone à 7005 il y a quelques semaines, qui était pour moi vraiment la zone de support qu'il fallait tenir. Alors bien sûr, je ne dis pas que cette zone sera le point bas de l'année 2026, mais pour le moment, c'est le point bas. Donc pour mes stratégies, pour le moment, c'est les 7005 en hebdo, le point bas. On tient le support oblique haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc, pour mes stratégies, c'est comme ça pour le moment. Si ça change, on verra bien. On va passer en données quotidiennes. Alors, beaucoup de gaps. On a ouvert donc avec cette semaine raccourcie. Donc, on était ici mardi après le lundi de Pâques. On était toujours bloqué sous la moyenne mobile 200, sous la zone vraiment de résistance polarité à 8000 points. Donc l'enjeu c'était de finir la semaine au-dessus. On a eu bien sûr mercredi l'annonce de Donald Trump et de l'Iran sur ce cessez-le-feu de 15 jours. Donc là, explosion du CAC, plus 4,49, un énorme gap haussier. On repasse au-dessus des 8000 points, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles en données quotidiennes et on arrive pile sous cette résistance à 8000, on va dire 300 points, on n'est pas loin des 8300 points, avec le gap baissier du 3 mars. Et puis après, on a eu jeudi où en fin de séance, le CAC 40 s'est bien repris. On voit plus vraiment de directionnel, des petits corps de bougie. Et puis vendredi, beau début de séance. On rentre dans le gap baissier du 3 mars et au final, on se replie en fin de séance. Donc voilà, on est quand même pas mal sur le CAC 40. On est à proximité de ce gap. On est pile sous la résistance à 8003. RSI positif au-dessus des 50. Donc pour moi, la semaine prochaine sur le CAC 40, si on se replie, premier rempart, c'est les 8100 points, qui sera déjà une zone de support où peut-être des acheteurs vont se positionner si on a un petit repli vers les 8100 points. Et pour essayer de rattaquer cette zone des 8300 points. Deuxième zone, mais attention, si on revient à 8000 points, ça veut dire qu'on aura quand même pas mal baissé la semaine prochaine, de 3%. Mais on peut quand même après repartir. On comble le gap haussier du mercredi. On revient chercher la polarité à 8000 points. J'aurai toujours l'analyse de la tendance haussière sur le CAC. Et puis si vraiment le CAC est très fort, on vient combler le gap
baissier du 3 mars la semaine prochaine et puis direction la prochaine zone de résistance, les 8400 points. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades, petit point rapide sur la performance du portefeuille qui n'a pas été bonne du tout parce que le portefeuille ressort flat avec un CAC 40 qui a fait presque 4%, donc un spread négatif d'un peu plus de 3% et demi. On commence avec le BX4, donc on a vu le CAC 40, forte accélération à la hausse la semaine dernière, donc mon BX4 à la baisse. Ma stratégie, vous la connaissez, je m'en sers un peu comme couverture. Je garde, j'attends de voir un peu la suite des événements. Maintenant, on est revenu vers ces zones des 0,64. J'avais vendu dernièrement le 9 mars quand on était vers les 0,72. Voilà. Si on repart un peu à la baisse sur le CAC 40, ça sera à moi de prendre la décision. Mon PRU est extrêmement élevé. Je vais essayer de m'en sortir du mieux possible sur ce trade. Maintenant, si vous pensez que le CAC est remonté trop vite, que rien n'est fait au niveau du Moyen-Orient, etc., c'est à vous de voir. Hein. Bien sûr que vous pouvez prendre une position déjà comme couverture de vos trades si vous en avez toujours en cours. Si ça repart à la baisse au niveau du CAC 40, votre BX4 s'appréciera. Et puis, soit vous mettez une stratégie en place, ça veut dire par exemple un stop sur le BX4 au niveau des sommets sur le CAC. Si vous pensez que le CAC 40 ne fera pas de sommet d'ici les prochaines semaines, pourquoi pas. Et puis après, si on repart à la baisse sur le CAC 40, on ira combler le gap baissier sur le BX4 et puis on retournera peut-être vers les 7005 sur le CAC. Donc par ici, ça nous fait un risque récompense de 2. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Peut-être que le CAC va faire des nouveaux records. Je n'en sais rien. Moi, ça a été trop vite à la hausse sur le CAC. Donc, ça m'embêterait quand même de vendre sur ces prix-là. Surtout que, vu mon PRU, ça fait moins 25. Et puis, si je vends et que le CAC 40 repart violemment à la baisse, j'ai plus mon BX4 et donc j'aimerais ressortir un peu vers ces zones de prix. Là, le 21 janvier, j'avais vendu vers les 0,68, là vers les 0,72. Donc si on revenait par ici sur le BX4, peut-être que je prendrais la décision de prendre ma perte et de passer à autre chose. On passe à Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, mauvaise semaine. Hein. Mauvaise semaine, on a vu le CAC 40 a bien repris cette semaine, mais Dassault Systèmes, elle navigue. De toute façon, pareil, vous savez un peu ma catastrophe de Dassault Systèmes. Mon PRU 29,90. Je me suis laissé prendre par les gaps baissiers suite à ces résultats. Premier résultat le 23 octobre du troisième trimestre. Négatif, gap baissier, je voulais attendre de voir un range qui a découlé par un range de distribution. On casse suite aussi à ces résultats, énorme gap baissier et là on en est là, donc on va attendre pour ma part gentiment les résultats fin du mois et puis on va peut-être espérer que cette fois les investisseurs reviennent sur le titre. Peut-être que les résultats seront mauvais, mais moins mauvais que prévu. J'en sais rien, donc je ne touche à rien. Fonds de portefeuille, je regarde plus Dassault Systèmes. Ma seule chose pour me faire réintéresser sur Dassault Systèmes, c'est combler le gap, voir des améliorations. Il y a beaucoup d'interrogations liées à l'IA aussi dans ce secteur. Je ne vais pas me mettre en difficulté en moyennant à la baisse parce qu'on peut très bien aussi avoir des résultats pas bons le 23 avril, se prendre un gap baissier et aller encore plus bas. Après, c'est à vous de voir. On arrive sur le bas du range. Alors pourquoi pas tenter un achat contrarien avec un stop assez court. Mais attention, parce qu'il y a les résultats, peut-être de vendre avant les résultats, parce que même si vous mettez un stop assez court et qu'on se tape un gap baissier comme ici de 20%, vous serez sorti à l'ouverture des marchés avec le gap baissier de 20%. C'est à vous de voir. Techniquement, pas de directionnel. Peut-être que les investisseurs attendent aussi les résultats de Dassault Systèmes. On passe maintenant à l'achat du CAC 40 via l'ETF LVC que j'ai toujours en portefeuille. On est repassé positif après cette belle semaine. Donc on a fait l'analyse du CAC. Donc c'est bien sûr la même chose sur cet ETF.
Mon PRU est à peu près à 43 euros. Donc je laisse faire, hein. Je laisse faire. On a vu la zone ici du gap haussier. Si on revenait par ici, peut-être qu'on aurait encore un reprisement des acheteurs pour retenter d'aller combler ce gap baissier. On verra. Je garde. On est repassé positif. Je ne me renforce pas. On est bloqué entre les 42 et sous la résistance des 44,57. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vous positionner sur le CAC 40 via cet ETF. Et ben, soit le CAC est vraiment fort, on casse ou on rentre la semaine prochaine dans le gap baissier et peut-être mettre un stop sous la petite congestion, sous peut-être le gap haussier de mercredi. Et puis objectif, peut-être des nouveaux records, soit un risque récompense de 1. Soit on respire un peu et là vous pensez que le CAC va rebondir. Donc c'est pareil, on a toujours le gap baissier, les moyennes mobiles, etc. Le gap haussier, pardon, les moyennes mobiles, etc. en support. Et puis, objectif, la résistance de la semaine avec le gap baissier, soit un peu au-dessus des 44,50 et un risque récompense de 1. C'est à vous de voir. Pour le moment, techniquement, c'est intéressant. Le CAC, il est reparti à la hausse. Maintenant, bien sûr, avec les événements géopolitiques, etc., ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. On passe à Eurofins Scientifique. Donc Eurofins Scientifique, grosse déception cette semaine. Les bougies sont de plus en plus, entre guillemets, moches. Donc Eurofins Scientifique, on ouvre là mardi. On ouvre bien et ça vend toute la journée. Mercredi, avec la journée d'euphorie sur le CAC 40 sur les marchés, on ouvre assez haut, ça vend toute la journée. Jeudi, bougie rouge, et vendredi on fait une sorte de doji avec une grande méchotte, donc une sorte de doji pierre tombale. Donc c'est quand même très 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 moche sur Eurofins Scientifique. Maintenant la question c'est est-ce que le gap haussier du mercredi 1er avril va tenir? C'est pour moi vraiment mon dernier rempart. Si la début de semaine, je vois que ça traîne sur Eurofins Scientifique, je prendrai ma perte pour le moment. Bon, c'est une perte de 5%. Si on vient par ici, ça fera 7%. Mais là, je vois que c'est pas joli. J'ai l'impression qu'on est en train de faire quelque chose comme ça. On voit la résistance à 68, très 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 grosse résistance. Hein. Toutes ces touches qu'on fait là, mercredi, on était à proximité et on rebaisse. Donc est-ce qu'on est en train de faire quelque chose comme ça ou même du zigzag? Ça va être à voir. Par contre, on est sur une belle zone. Techniquement, c'est vraiment maintenant, s'il y a des acheteurs qui veulent se présenter sur Eurofins, c'est maintenant. On a fait la hausse, on revient chercher je pense les 50% de retracement à peu près. Voilà, entre 50, 61,8. Donc c'est vraiment le moment idéal pour repartir sur Eurofins et essayer vraiment de passer après les 68 euros. Donc avoir une config comme ça. Mais quand je vois ce genre de bougie cette semaine avec un CAC qui a été très positif, je me demande si la semaine prochaine le CAC vacille un peu, si Eurofins Scientifique va pas aller combler ce gap haussier, et puis de redirection les 60-46 et après on verra. Moi je serai sorti du trade. Donc c'est à vous de voir. Si par exemple lundi on a une belle bougie qui clôture peut-être à 65-30, et il y a bien sûr ce genre de scénario qui peut être intéressant. Un risque récompense d'un peu plus de 1. On voit que les moyennes mobiles, on est toujours au-dessus de la 200, de la 10, de la 20. Le RSI pile sur la zone des 50. Donc on est vraiment sur une zone technique clé sur Eurofins. Rendez-vous la semaine prochaine sur mon X ou mon Discord où je mettrai direct si j'ai pris ma perte ou pas. On passe à Alstom. Alors Alstom, c'est la même chose. Fin de semaine très chaotique suite à une sorte de profit warning, une annonce de ses résultats avec des effets de change très négatifs, etc. Donc la journée de jeudi, moins 8,48. Et puis vendredi, plus 0,65. Mais c'est vraiment pas joli sur Alstom.
Maintenant, on est pile sur la zone de l'oblique haussière, pile sur le dernier petit support ici. On voit la zone des 23-23 sur la moyenne mobile 200. Donc là, c'est pareil. Il faut une réaction la semaine prochaine sur Alstom. Sinon, on va aller à 22,45. Et puis après, bon, on cassera cette grosse zone de support. Et puis, bon, bah, pour mon trade, je sortirai. Là, on est à moins 5. Si on revient par là, je pense que je prendrai aussi ma perte comme Eurofins. On verra. On verra. Voilà, une annonce qui n'était pas vraiment prévue. Et ça a mis un coup sur Alstom. Moins 8 avec des gros volumes. Alors maintenant, on voit les 3 derniers jours des volumes plus que la moyenne. Alors est-ce que une sorte de, je ne vais pas dire de sell-off, parce qu'un sell-off, c'est vraiment une énorme baisse suite aussi à quand même une forte chute. Là, c'est pas vraiment le cas sur Alstom. Donc on verra, on va rester attentif. Là, c'est comme Eurofins, si vous regardez Alstom et qu'elle vous intéresse, etc. Là, on est vraiment sur une zone intéressante parce que là, on a le stop, c'est en dessous des 22,45. Donc si lundi, on fait, je sais pas, une bougie de contre-attaque, une englobante haussière sur la bougie de vendredi et qu'on vient par exemple clôturer à 24 euros, plus de la moitié de la grosse baisse de jeudi, la zone d'invalidation c'est assez clair ici. Et puis vraiment, mon objectif quand j'ai pris le trade mercredi 25, c'était d'aller à 27. Donc c'est pas encore mort, mais ça prend quand même un coup dans l'aile sur Alstom. Donc voilà, on verra. Peut-être comme Eurofins, j'aurai pris ma perte la semaine prochaine. On passe à Arkema. Donc Arkema, belle semaine. Belle semaine, le gap baissier du 2 mars, on peut l'enlever. Elle a bien progressé, donc prise de position le 30 mars sur Arkema, suite à ce double creux qui avait été déclenché, suite au passage au-dessus de toutes les moyennes mobiles. J'ai pris position à 58,65. On a eu un petit retour gentiment sur la polarité mardi, et puis on est reparti quand même assez vite à la hausse. L'objectif, c'est d'aller chercher un peu l'oblique baissière ici qui passe vers les 64. On est en hebdo vers les 64, ou même si on continue, aller sur les derniers sommets de février à 67. Donc là, j'accompagne pour me renforcer. Bon, je reste prudent parce que sur du moyen terme, on voit en hebdo, c'est toujours très baissier. Le sommet, le dernier sommet dans la baisse, c'est ici. Donc voilà, on verra. On n'est pas très loin de la résistance. On peut après repartir à la baisse. Et puis, bien sûr, il y a aussi la saison des résultats. Donc, 6 mai, ça nous laisse un peu de la marge. Donc, j'accompagne. On verra la semaine prochaine. On a eu le croisement aussi de la M50 avec la M200. Donc, une croix dorée. Toujours positif. Pour les personnes intéressées, c'est compliqué parce que si on prend position vers cette zone de prix, la zone d'invalidation, c'est un peu en dessous de cette congestion, en dessous de la polarité qui a bien fonctionné en tant que support mardi, en dessous des moyennes mobiles, etc. L'objectif ici, donc 0,45, pas top le risque récompense. Si on va chercher un peu plus haut, les 67, ça nous fait 1. C'est à vous de voir, mais peut-être que le train est parti, mais le secteur est très, très fort en ce moment. Air Liquide est très fort, Arkema aussi très fort. Donc à vous de voir, ou si on a un tout petit repli, peut-être intéressant de rentrer. On termine avec JC Deco, donc prise position vendredi à 19,63. Donc JC Deco, on en avait parlé, donc en hebdomadaire, on voit, là c'est beaucoup de zigzags, en hebdo. Si on regarde un peu depuis 2023, ça navigue entre 14 et 20, 21, voire 22. La longue phase de range qui est débouchée par un passage au-dessus des 16,18€, une petite phase encore de range, et là, suite à ces résultats, grosse bougie hebdo, la semaine du 9 mars, on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles en hebdo et on a eu une petite congestion plutôt bien ordonnée avec un petit canal baissier. Alors j'aurais préféré qu'on aille un peu plus près de ce gap haussier du 12 mars, donc qu'on se rapproche vers les 18€. Mais bon, elle est repartie
Elle est repartie le 1er avril. JCDecaux. J'ai pris position. Alors, le risque-récompense n'est pas excellent parce que ma zone d'invalidation, c'est sous la congestion ici. L'objectif, c'est les 21. Donc, on est un peu moins de 1 risque-récompense. Mais on verra. On verra déjà si on va à 21 euros, ça sera déjà pas mal. La dynamique est très belle. Les résultats étaient début mars, donc sont passés. Le RSI, rien à dire, il repart direction la zone de surachat. Les moyennes mobiles tout haussières. Donc je suis très positif sur JCDecaux pour avoir ce genre de schéma. Et puis après, on verra. Peut-être qu'on naviguera ici pour casser et aller sur des niveaux, par exemple ici, à 22 dans les prochaines semaines sur JCDecaux. On va mettre ça, 22. On peut aller chercher, là ça serait intéressant. La dynamique est haussière, on a eu la belle consolidation plutôt bien ordonnée, on a le passage et la reprise en main des acheteurs, donc je suis rentré, on verra ce que ça donne la semaine prochaine et on refera un point le week-end prochain. Et on va finir avec 4 sociétés que je trouve techniquement très intéressantes à suivre de près. Euronext, on en avait déjà parlé récemment. Donc en données quotidiennes, on voit la forte accélération depuis les points bas de début février. Une consolidation, congestion plutôt bien ordonnée, une sorte de double creux ici sur la zone de polarité à 131,70. Et puis là, accélération. Je n'avais pas réussi à prendre sur la journée du 31 mars. Et puis elle a été assez vite. Et là, ce que je trouve intéressant sur la semaine dernière, c'est le franchissement de la zone des 142 euros. La petite phase latérale sur cette semaine, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et on est à 145. Donc, ce que je vais regarder sur Euronext, c'est le scénario donc, du trade assez court terme. C'est si on arrive par exemple ici à 146 euros, zone d'invalidation par ici, objectif 152. Alors le risque récompense est de 1, c'est pour aller chercher 4%, mais c'est déjà pas mal. Si on se met en hebdo, c'est quand même très fort. Euronext, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Les records sont à 152. On a eu une forte consolidation, mais quand on prend un peu de recul, plutôt légitime, parce qu'on vient de 64 euros au mois d'octobre 2023. On a fait presque une ligne droite. On a consolidé, je pense, même pas un 38,2. Ah si, 50%. Donc idéal sur une tendance long terme, idéal sur ce genre de congestion de 38, de 50% au niveau des Fibo. Donc elle est très forte. On verra, peut-être qu'il va y avoir un essoufflement, moyenne mobile, rien à dire en données quotidiennes, RSI très fort, on revient de recroiser avec la 10, la 20, on va avoir une croix dorée avec la M50 qui va croiser avec la M200, donc je vais surveiller de près, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine et peut-être mettre en place ce scénario. On passe à Interparfums. Donc Interparfums, contrairement à Euronext, c'est carrément l'inverse. Si on se met en hebdo, c'est très baissier. Très baissier. On était il y a quelques mois ou même quelques années, en 2023, à 55 euros. On est maintenant à 22. On est revenu sur des prix de 2019. Alors c'est stratégie vraiment contrarienne. Ce que j'aime bien sur Interparfums, c'est qu'on a alors, c'est timide, franchi l'oblique baissière. On est au contact de la moyenne mobile 50 journalière qui a déjà joué pas mal son rôle de résistance dynamique. On a fait un peu une variation de prix il y a quelques semaines vers la zone de support qui était déjà support le 20 novembre 2025 à 22,50. On voit donc la baisse. On a fait un gap baissier. On fait un nouveau plus bas dans la tendance baissière, mais on invalide parce que le dernier sommet dans la baisse, en données quotidiennes bien sûr, c'est les 23,88. On a réussi à franchir il y a quelques jours. Alors, c'est un peu timide bien sûr, mais il y a du potentiel si ça se retourne. Attention, résultat, on a vu du luxe la semaine prochaine, donc bien sûr, Interparfums sera affecté suite aux décisions des investisseurs sur Hermès, sur LVMH et sur Kering. Donc si il y a du mieux sur le luxe, sur la Chine, les pays asiatiques, voire les États-Unis,
et bah pourquoi pas prendre position. Pour moi, la zone d'invalidation, c'est par ici, en dessous des moyennes mobiles 10-20 qu'on croise à la hausse, en dessous la petite congestion. Et puis, bon, bah, si on peut aller rechercher les 26,58, ça nous fait un risque récompense d'un peu plus de 1,5. C'est une stratégie contrarienne. Ce que je vais attendre, c'est les résultats d'LVMH lundi. Et puis, on verra si Interparfum, ça bouge courant de la semaine. Et RSI, on repasse au-dessus des 50. Donc, c'est quand même aussi un signal plutôt positif. On voit la petite tendance haussière sur le RSI qui se met aussi gentiment en place. On passe maintenant à Compagnie des Alpes. On en a parlé récemment. Donc, Compagnie des Alpes en hebdo, elle est très forte. Et puis, techniquement, elle est très bien construite. Si on prend de recul, toujours prendre du recul avant d'analyser une action, surtout si on ne connaît pas trop. Donc, on a eu un long, très, très, très long range entre 2020 et 2025. Donc, 5 ans. On voit très bien. Pas de directionnel, moyenne mobile, tout entremêlé en hebdo. Et puis là, forte accélération haussière. Pullback. Congestion vers les 20 euros. Accélération, on va chercher les 29 euros sur Compagnie des Alpes. Des records. Et puis on a eu la consolidation, la congestion. On est revenu chercher la moyenne mobile 50, comme ça avait été déjà le cas ici. Polarité à 23,50 qui a répondu présente et on repart à la hausse. Donc, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Ce que j'aime bien sur Compagnie des Alpes, donc on retrouve notre petite consolidation sous forme de canal baissier sous la moyenne mobile 10. Et puis là, on a passé il y a quelques jours cette moyenne mobile 10. On a fait un gap haussier sur une sorte de double creux. Là, on voit, bon, si on se met une de clôture, on ne le voit pas très bien, mais c'est très court terme. Ici, accélération. Maintenant, sur Compagnie des Alpes, on a un gap haussier. Alors, il y a eu le dividende récemment. Donc, j'aime bien quand il y a eu le dividende sur les derniers jours, c'est de gommer un peu la baisse liée au détachement du dividende. Donc, si on gomme, on voit que c'est encore mieux parce qu'on a eu la baisse, on est revenu un peu chercher cette zone de prix et on repart à la hausse. Donc, c'est à vous de voir. Moi, ce que je vais regarder sur Compagnie des Alpes, c'est déjà, premier rempart pour moi, c'est le gap baissier. Alors, est-ce qu'on prend position ici? Mais on peut avoir le risque, bien sûr, qu'on a entamé la première impulsion baissière, qu'on va chercher le pullback et au niveau des retracements de Fibo, on est combien? On est sur un 38,250, donc idéal pour une reprise en main des vendeurs. Donc, on arrive sur une zone quand même charnière. Soit on attend, mais si on attend trop, le risque récompense sera moins intéressant. Si on attend le franchissement par là, après on peut mettre un stop plus court et puis viser là-haut les 29. Pourquoi pas, ou sinon par ici, en anticipation de franchir les 26 euros, le stop ici, soit un risque récompense d'un 60. Donc je vais surveiller dans un secteur que personnellement j'ai pas trop en portefeuille et on voit le RSI pas mal, surtout si on gomme le gap baissier du détachement. Donc à surveiller la semaine prochaine. On termine avec Manitou. Donc Manitou, c'est petite société. Si on se met en hebdo, on voit c'est beaucoup de zigzags, pas de directionnel. Si on regarde depuis 2020, crash du Covid, on est monté à 33. On est redescendu à 16,92 € une fois. On est remonté vers les 28. 2 fois les 16,92 €, 3 fois les 16 €. Là, on s'est bloqué sous une oblique baissière, donc baisse un peu de la volatilité. Et puis, on a accéléré la semaine du 26 janvier. On a été chercher la résistance à 23,40. On est retourné à proximité de cette zone des 16,92 €. Et là, on repart à la hausse. Alors, ce que j'aime bien sur Manitou, et ce que j'aime un peu moins bien, c'est cette variation, une sorte d'île de retournement, donc on la voit ici, et qui vient d'une forte baisse. Donc c'est toujours intéressant. Donc, accélération baissière avec un gap baissier le 12 mars, variation où on zigzag et on fait un gap haussier le 8 avril, donc la semaine. Et donc toutes ces bougies sont entre un gap baissier, un gap haussier, donc on appelle ça une île de retournement. Et ce qui est intéressant sur ce genre de config, c'est que pour moi, faut pas
revenir de sitôt combler ce gap haussier. Là, faut vraiment. Le seul problème, c'est qu'on a un gap baissier juste au-dessus. Donc, on est un peu entre les deux. Donc, ce que je vais avoir, c'est si peut-être on a une petite respiration. Et puis, objectif, revenir par là. Donc là, le risque récompensé de 1. Si on a une petite respiration par ici, ou même par là, ça pourrait être encore plus intéressant sur Manitou. Le RSI, il est positif. On va direction la zone de surachat. Les moyennes mobiles sont en train de se mettre bien en ordre. On a la 10, la 20 qui repasse haussière. La 50, on est au-dessus. On verra. Objectif 23,40 qui pourrait être une belle zone. Voilà, c'est petite entreprise. J'avais envie de vous la partager et je vais vous la faire suivre aussi la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce rendez-vous hebdo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle, pour me suivre sur X, Discord, avoir des infos et échanger sur les marchés financiers, les liens sont dans la description. Et pour suivre mes portefeuilles sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!